Donc, pour le live de cette semaine, j'ai la joie d'accueillir Adrien, qui est mon collègue hypnothérapeute, hypnologue, ce qui veut dire donc qu'il fait également de la recherche en hypnose, formateur en entreprise et créateur d'expériences hypnotiques dans différents domaines, notamment dans celui du vin et également dans celui du yoga, qui est une des choses qui nous rassemble et une des choses dont on parlera plus tard. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le parcours, sur tes différentes casquettes? Bah, peut-être donner un tout petit peu de concret sur les expériences hypnotiques. L'idée, c'est de combiner, de marier la puissance de l'hypnose à de la puissance d'autres pratiques. Effectivement, ça fait depuis 2016 que j'explore comment l'hypnose et le yoga ou l'auto-hypnose et le yoga peuvent se compléter. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard dans le live. Et sur les dégustations de vin, l'idée, c'était également comment est-ce que, en utilisant l'hypnose, on peut se mettre dans un état de présence mentale, émotionnelle et physique optimale pour pouvoir déguster le vin de manière la plus riche, la plus touchante, la plus sensible. Et du coup, c'est vrai que cette idée d'utiliser l'hypnose pour sublimer d'autres pratiques, c'est quelque chose qui m'anime. Et du coup, je suis ravi qu'on travaille là-dessus ensemble avec le yoga. Super, super. Est-ce que tu pourrais commencer peut-être par nous donner une définition de l'hypnose et de l'auto-hypnose pour ceux qui ne connaissent pas bien encore? Tout à fait, d'autant que je crois que j'ai réussi à conceptualiser une définition de l'auto-hypnose qui permet de gagner en clarté. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça représente plusieurs niveaux, il y a plusieurs définitions de l'auto-hypnose, et du coup, parfois, on peut se perdre un peu dedans. Je dirais que l'aspect de l'auto-hypnose le plus important, l'aspect fondamental, c'est ce que j'appelle l'auto-hypnose générale. Tu vois, je la mets un peu comme ça au niveau de la tête. Mhm. C'est un peu, je dirais, nos habitudes, tu vois, nos conditionnements, presque notre personnalité, nos croyances, nos valeurs. En fait, c'est comme si on est hypnotisé par notre personnalité. Je suis une personne qui fait ce genre de choses ou qui ne fait pas ce genre de choses. Et si jamais j'y crois, ça va me limiter, ça va me conditionner. Ce qui est très bien parce qu'on n'a pas besoin d'être capable de tout et d'être une personnalité sans cesse changeante. En revanche, parfois notre auto-hypnose générale, nos conditionnements, nos croyances, nos habitudes nous hypnotisent de manière un peu contre-productive. Mhm. Heureusement, Nos discours intérieurs, donc. nos discours intérieurs, nos émotions, vraiment tout ce qui est automatique pour nous à l'intérieur. Et si Mhm. parfois ça nous conditionne négativement, je tiens à insister sur le fait que la plupart du temps, ça nous conditionne de manière super positive. Si on arrive à s'endormir, si on arrive à respirer sans y penser, si là on arrive à se comprendre, toi et moi, et les gens qui nous écoutent, sans faire d'efforts, c'est qu'il y a plein d'automatismes qui font que du coup on arrive à donner du sens à tout ça, à bien vivre, à traverser les épreuves de la vie, à vivre nos émotions, etc. Donc l'auto-hypnose générale, dans sa très grande majorité, pour la majorité des gens, elle fonctionne super bien. Donc si vous nous écoutez et que vous prenez un moment pour vous sentir fier de ce qui fonctionne bien chez vous, ben, c'est une très bonne manière, je crois, de commencer ce live, parce qu'effectivement, parfois, on est un peu dur avec soi-même, et donc se rappeler qu'il y a plein de fonctionnements automatiques dans votre corps, dans vos émotions, dans votre esprit, qui fonctionnent bien, je pense, une bonne manière de commencer ce live. Donc voilà, ça, c'est le niveau fondamental, je dirais, notre auto-hypnose générale, nos automatismes, nos conditionnements. Le deuxième niveau, on parle évidemment d'un état d'auto-hypnose. Je pense que ça aussi, les gens, même si on ne connaît pas bien l'hypnose ou l'auto-hypnose, je pense qu'on est familier avec le fait qu'on peut rentrer dans un état d'hypnose ou rentrer dans un état d'auto-hypnose, qui sont un peu les mêmes. Un état d'hypnose, c'est un état d'auto-hypnose guidé par quelqu'un d'autre. Mhm. C'est quelqu'un qui va nous aider à créer notre propre état d'hypnose, comme un film peut nous toucher, nous faire voyager, nous faire déconnecter de l'environnement, oublier les bruits, les sons autour de nous, et peut-être même ressentir des émotions et être vraiment bouleversé par un film. C'est pas tant le film qui nous hypnotise, puisque deux personnes pourraient y réagir différemment, mais c'est bien nous qui prenons les informations que le film nous envoie pour créer l'expérience à l'intérieur. Tout à fait. Donc ça, l'idée du film montre bien que c'est un état qui nous est très familier, que lorsqu'on met le terme d'hypnose ou d'auto-hypnose dessus, ça paraît pour certains étrangers. Or, c'est quelque chose qu'on vit plusieurs fois par jour, dans différents contextes, etc. L'état hypnotique est quelque chose qu'on connaît tous déjà, n'est-ce pas? Après, je ne sais pas si rentrer dans un film au point de se laisser toucher, c'est vraiment de l'auto-hypnose en soi. Ça, il y aurait peut-être un débat. En tout cas, c'est Mhm. clairement un état de conscience différent
Ok. puisque tu es au cinéma, mais tu sais consciemment que c'est faux, que c'est de la lumière projetée sur un écran, que c'est des acteurs, et tu arrives à mettre cette information de côté donc, pour rentrer dans l'expérience. Et donc à Tout ce à fait. moment-là, tu n'es pas dans ton toit rationnel logique qui devrait se dire, ben non, tout ça est débile, ça n'a aucun sens. Tu mets ça de côté pour pouvoir te laisser transporter par le film, par l'expérience. Tout à fait. Et Un peu comme quand tu rentres chez toi à pied et que tu arrives chez toi et que tu dis, tiens, bah, flûte, alors je me souviens pas du tout par quel chemin je suis passée aujourd'hui. C'est la en tout même. cas, je ne sais pas encore une fois si tu étais dans un état d'auto-hypnose vraiment, je dirais, très pur. En tout cas, tu étais effectivement dans tes automatismes et tu C'est étais ça, dans un état de conscience comme dans le film. dont l'attention n'était pas focalisée sur ton expérience présente, mais peut-être sur d'autres choses qui se passent dans ta tête, ton passé, ton futur, peu importe. Mm. Donc en fait, ce qui est étonnant, c'est que on a notre auto-hypnose générale et il a été démontré que l'état d'hypnose ou les états d'auto-hypnose, parce que c'est plus une famille, il y en a qui peuvent être très variables, il y en a qui sont très dans la détente, d'autres qui peuvent être plus énergiques, plus dynamiques, il y en a où on peut être très associé, se rappeler beaucoup, au contraire oublier. Toujours est-il que, et on en avait parlé récemment, c'est vrai que c'est une démonstration moi, qui me touche beaucoup, c'est dans un livre qui s'appelle Human Givens, les données humaines. Et en fait, l'idée, c'est que je pense que les auditeurs là, qui nous écoutent, on peut être familier avec le concept de sommeil paradoxal. Et moi, avant de lire le bouquin, je connaissais le concept, mais je ne savais pas trop à quoi ça faisait référence. Et en fait, ils expliquent que le sommeil paradoxal, c'est en fait une phase du sommeil, et qui s'appelle paradoxal parce que paradoxalement, on est dans un sommeil très profond. Le corps est vraiment cataleptique, il est vraiment très endormi. Et paradoxalement, notre esprit est très actif. C'est un état où on rêve. Mm. Et en fait, ils ont démontré que le fœtus humain, à partir de 10 semaines, il commence à avoir des phases de sommeil paradoxal. Mm. Donc ça, déjà, tu te dis, OK, Génial. enfin, incroyable d'imaginer un enfant qui est en train de grandir dans le process de gestation et qui commence à avoir des phases de sommeil paradoxal. Et ils ont démontré que dans ces phases de sommeil paradoxal, le fœtus, il a des comportements un peu surprenants. Notamment, ils ont observé qu'on voyait sa cage thoracique qui s'ouvre et qui se referme. Et donc l'idée, c'est que bien sûr, quand on est dans le ventre de notre maman, on n'a pas besoin de respirer parce qu'il y a le cordon ombilical. En revanche, dès qu'on est sorti, on avait intérêt à avoir préprogrammé la respiration. Mm. Et du coup, ils expliquent qu'au cours de notre vie, toutes les nuits, quand on dort, on a encore des phases de sommeil paradoxales qui vont nous permettre d'intégrer les apprentissages de la journée. Donc, quand on est dans le ventre de notre maman, on se préprogramme les programmes fondamentaux pour pouvoir vivre. Et ensuite, dans la vie, on va se reprogrammer au quotidien dans ces phases de sommeil paradoxal. Et en fait, ils identifient, c'est comme si l'hypnose ou l'auto-hypnose serait à la veille ce que le sommeil paradoxal est au sommeil. Mm. Donc en auto-hypnose, on serait dans une espèce de veille paradoxale, une étape de la veille qui est particulière et qui est donc propice pour se pré-programmer et se reprogrammer. Et Tout à donc, en fait. ce sens, si je synthétise, ça nous permet de rentrer dans des états qui vont permettre de favoriser la mise à jour, la reprogrammation de nos conditionnements, de nos habitudes. Ouais, j'aime bien cette idée de mise à jour. Ouais. Et la troisième définition, si on a une auto-hypnose générale, nos conditionnements, notre personnalité, nos habitudes, si on a un état ou une famille d'états qui permettent de favoriser la mise à jour, l'auto-hypnose, c'est aussi des techniques. On parle de techniques d'hypnose, techniques d'auto-hypnose, donc ça va être des techniques, on va en faire quelques-unes tout à l'heure, ou en tout cas au moins une, des Mm. techniques d'auto-hypnose qui nous permettent de nous installer dans un état d'auto-hypnose, de favoriser un état d'auto-hypnose de la même manière que le sommeil vient tout seul en fait. Le soir, on va se coucher, on pose la tête sur l'oreiller, on a un rituel, on se lave les dents, on ferme les yeux, et ensuite on laisse le sommeil venir. Et de la même Alors, manière qu'on... oui, Pardon? il vient plus ou moins tout seul. Mais il vient tout seul en fait. Et si jamais tu essayes de le faire venir volontairement, en général, tu crées plus l'inverse. Et d'ailleurs, je pense que on en avait parlé un peu en préparant ce live. euh, L'hypnose, l'auto-hypnose va vraiment nous permettre d'avoir une prise sur des mécanismes qui sont automatiques. Si je te dis, Sophie, endors-toi, ou si je dis à nos auditeurs, endormez-vous maintenant, tu vois, tu t'en rigoles, mais tu peux pas t'endormir sur commande. Mm. En revanche, il y a bien une partie de toi qui est capable de t'endormir le soir quand tu vas te coucher. Parfois très rapidement, parfois ça prend du temps. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une partie de toi automatique qui est capable de créer un état d'hypnose profond qui est le sommeil. Mhm. Et donc l'auto-hypnose va nous donner, ou l'hypnose vont nous donner des techniques pour permettre de réactiver
des compétences naturelles et spontanées. Je te donne un autre exemple qui va certainement, j'espère, intéresser nos auditeurs, nos auditrices. Euh, Souvent, les gens utilisent l'hypnose pour changer d'habitude. Je me suis habitué à me détendre en fumant des cigarettes et j'aimerais bien trouver une manière plus efficace de me détendre. Mhm. Heureusement que dans la vie, les gens savent changer d'habitude sans faire d'hypnose. Mhm. Sinon, l'histoire de l'humanité ne serait pas allée très loin, quoi. Et l'hypnose va nous permettre de réactiver ces états dans lesquels, naturellement, on a changé facilement d'habitude. Parce qu'il y a des habitudes qu'on a changées facilement dans notre vie. Il y a un exemple qui est très classique, c'est les femmes qui donnent la vie. Quand les femmes tombent enceintes, souvent les anciennes fumeuses, ça devient très facile de se libérer de la cigarette. Elles sont même pas en train d'arrêter de fumer parce qu'en fait, elles sont en train de donner la vie. Donc tu vois, il y a, pas pour toutes, hein, évidemment, parfois ça peut être un challenge, mais il arrive dans une bonne proportion des cas que les femmes enceintes puissent laisser partir facilement certaines habitudes. Donc l'idée de l'auto-hypnose, ça va être par des techniques de réactiver un état ou des états qui favorisent notamment la mise à jour qui est, je dirais, latente, qui est préexistante, qui peut arriver naturellement sans hypnose et qu'on va faciliter, qu'on va favoriser avec ces techniques et ces états. Super. Est-ce que tu veux nous parler peut-être, bon, en ce moment, on entend beaucoup de gens parler d'altération du sommeil, l'altération de l'appétit parce qu'on fait moins d'exercice, toute forme de stress. Enfin, on vit tous, beaucoup d'entre nous vivons des choses assez inédites ou en tout cas par leur concentration et leur intensité, même si c'était des émotions déjà connues, leur accumulation. Tu peux nous raconter comment, là, justement, l'hypnose et l'auto-hypnose peuvent nous donner des outils, des pistes pour traverser cette période de manière plus confortable, moins inconfortable, plus douce, pour s'évader parfois, ou au contraire, l'inverse, revenir à soi, etc. À toi. Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai que bon, on vit tous là une situation extraordinaire mondiale en plus. Et suivant comment on le vit, il y a des gens qui peuvent être, j'imagine, seuls, voire carrément isolés, esselés, qui peuvent s'ennuyer ou voire même être déprimés, parce qu'on a besoin de contacts sociaux, hein, c'est très important. L'autre extrême étant peut-être des gens qui, au contraire, se retrouvent surchargés de télétravail, à devoir gérer les enfants, à être un peu dans tous les sens, ou peut-être avec des enjeux de promiscuité, si jamais on vit avec des gens et on se retrouve un peu entassés les uns sur les autres. Toujours est-il que ça fait un amplificateur émotionnel. Je pense que la situation, le stress latent, les inquiétudes économiques, sanitaires et autres d'organisation, ça va venir amplifier effectivement nos mécanismes et nos réactions émotionnelles. Et du coup, en ce sens, je pense que l'auto-hypnose, et on en discutera tout à l'heure, je pense que le yoga aussi, sont deux pratiques qui se complètent très très bien dans cette perspective. Euh, le premier bénéfice, je dirais, de pouvoir faire de l'auto-hypnose en cette période un peu troublée, c'est que quand tu t'installes en hypnose, souvent tu te détends en fait. C'est vraiment une pratique qui a un effet anxiolytique, qui active le système nerveux parasympathique. D'ailleurs, on utilise l'hypnose à l'hôpital en complément d'anesthésie locale pour éviter les anesthésies générales. Et ça permet de diviser de manière drastique l'utilisation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs à l'hôpital. Donc il y a vraiment un effet de détente, un effet voilà. D'antidouleur, tu veux dire? D'antidouleur, d'analgésique et Oui, excuse-moi, d'antidouleur? je dis antidépresseur, c'est l'analgésique. Merci beaucoup. Mhm. C'est des antidouleurs et l'anxiolytique, le côté la détente au niveau des émotions. Donc, naturellement, l'hypnose, si tu veux, l'auto-hypnose, c'est une pratique qui a tendance à te poser à l'intérieur, à souffler un coup. Ça ne veut pas dire que ça va résoudre tous tes problèmes d'un coup. Ça, ce serait peut-être trop beau ou peut-être pas très sain finalement qu'on puisse résoudre les problèmes d'un coup. En revanche, ça te met dans un état où tu souffles, tu te poses, tu te reposes. Et il se trouve que cet état, en plus de te faire du bien, en plus de te permettre de te ressourcer, et donc de pouvoir, je dirais, avoir plus d'énergie pour régler les difficultés de la vie, parce que c'est ça, si tu es en train de courir, que tu as un petit vélo dans la tête, que tu n'arrives pas à dormir, que tu as des émotions, non seulement ça ne te permet pas en général d'avancer, d'être créatif, de trouver des solutions, et en plus ça te fatigue, tu récupères moins, et donc tu as moins d'énergie pour effectivement arriver à t'adapter plus facilement. Donc, premier niveau, on se pose, on se repose. Et en fait, le second niveau, c'est que, comme je te le disais tout à l'heure, c'est un état qui est démontré comme étant propice au fait de trouver des solutions. Euh, Ça a été très bien écrit et démontré dans un petit livre qui s'appelle A Technique for Producing Ideas, une technique pour produire des idées. Et en fait, c'est dans les années 60, il y a un type dans le monde de la pub qui s'est demandé comment est-ce que les gens qui sont créatifs, comment est-ce qu'ils arrivent à être créatifs.
Et en fait, il a identifié 5 étapes. C'est assez simple. Les 2 premières étapes sont assez conscientes. Ça consiste à rassembler du matériau, rassembler les idées, rassembler les infos que tu as. Et la deuxième, c'est de tisser des liens entre toutes ces idées. Et une fois que tu as rassemblé ces informations, l'idée, c'est de laisser ça de côté, d'aller Aller faire prendre autre un bain, chose. Ouais, de laisser mijoter, de te courir. reposer, d'aller courir, d'aller faire l'amour, d'aller dormir, whatever. Tu peux faire n'importe quoi d'autre qui est plutôt de l'ordre de la détente et de te faire du bien. Et en général, le système, il continue de travailler dessus. Là encore, c'est quelque chose que je pense que les auditrices et auditeurs qui sont avec nous ont déjà vécu, d'être bloqués sur un sujet, d'avoir une question qu'on se pose, de chercher une info, de ne pas la trouver. Et plus on cherche, plus on cherche, plus on cherche, moins on trouve, Mm. consciemment. Et quand on lâche, quand on se repose, finalement, hop, l'information arrive d'elle-même. Donc ça, c'est la troisième étape, c'est cette étape de se poser, arrêter de réfléchir, laisser venir, Ouais, s'installer dans un repos, s'installer ça la c'est. méditation Ouais, ou le yoga. Et pour pardon. finir, parce qu'il y a des gens qui aiment bien qu'on finisse quand on dit qu'on a fait 5 étapes, on dit les 5 étapes. Vas-y. La quatrième et la cinquième sont, une fois que vous avez eu une nouvelle idée, c'est de la tester auprès de vos pairs pour valider qu'elle est vraiment bonne. Mm. Et la cinquième, c'est de la mettre en œuvre, parce qu'une bonne idée qui reste dans les cartons, c'est pas une bonne idée. Tout à Mais fait. le point essentiel, je pense, c'est effectivement d'avoir une approche des techniques pour se mettre dans un état où on laisse notre système effectivement être créatif de manière automatique, de manière, je dirais, inconsciente. C'est ça. Et ce stade numéro 3 là, qui peut être approché d'état d'hypnose ou d'auto-hypnose, ou de sommeil paradoxal d'ailleurs, du coup, c'est quelque chose qui est assez conscientisé. Moi, je l'ai beaucoup vu chez les étudiants autrefois. On apprend tous assez vite que quand on est en train de bosser sur un projet, sur quelque chose, ça sert à un moment donné à rien de s'acharner. Il vaut mieux, en effet, sortir courir, sortir marcher. Donc finalement, ça nous ramène à l'idée que ce sont des pratiques qu'on a plus ou moins conscientisées, en tout cas adoptées de manière plus ou moins consciente et qu'on connaît déjà, ces pratiques d'auto-hypnose ou d'hypnose. En tout cas, Complètement. en partie. Et ce que tu dis m'inspire un autre élément de réponse, en plus de pouvoir se détendre et pouvoir se mettre dans un état qui va permettre de générer, de trouver de nouvelles idées, de nouvelles solutions, peut-être de nouvelles manières de vivre ou de réagir émotionnellement. C'est que euh, parfois, en tout cas dans notre société, je trouve qu'on est très dans le conscient, dans le mental, et on est moins éduqué, on met moins l'accent sur le côté émotionnel, le côté intuitif, même si bien sûr ça vient de plus en plus. Et parfois on se trouve dans une espèce de conflit. Là, Mhm. typiquement, c'est comme si on essayait de trouver toutes les solutions consciemment, alors qu'une fois que tu as fait ta part du boulot conscient, c'est important de savoir laisser, entre guillemets, les choses se faire. Et en ce sens, je trouve que l'auto-hypnose, ça nous donne vraiment, encore une fois, quelque chose à faire, des techniques, Mhm. voilà, un état d'auto-hypnose à mettre en place qui va permettre de euh, améliorer la relation entre le conscient rationnel, intelligent, intellectuel qui analyse et la partie plus intuitive, plus créative. On sait que le conscient, c'est limité à 5 informations, plus ou moins 2 en même temps. Si je vous donne 7 informations à gérer en même temps, vous allez saturer très vite. Notre inconscient, lui, il gère 7 milliards de milliards de milliards d'atomes, ou si on parle de cellules, 10 000 milliards de cellules humaines qui se coordonnent, la respiration, l'oxygène, les pensées, nos valeurs, nos croyances, nos histoires de vie. Donc il est designé pour gérer plein plein de choses. Et en ce sens, la philosophie de l'auto-hypnose, qui je pense est assez proche du yoga ou du yin yoga en tout cas, c'est vraiment de pouvoir améliorer la relation à soi, la relation entre les différentes parties de soi, la Mhm. partie consciente et la partie inconsciente, notamment, de sorte à pouvoir être plus aligné et plus efficace. Typiquement, quand on a des émotions qui sont difficiles à vivre parce qu'on est confiné et qu'on est face à des challenges qu'on ne sait pas gérer, qui peuvent nous submerger, ben, on peut se laisser aller à l'émotion et du coup, vraiment, je dirais, lui donner toute la place et peut-être trop de place parce que parfois, on se laisse emporter par nos émotions, puis après, a posteriori, on se rend compte qu'on s'était fait une montagne d'une souris. Mhm. Ou on peut essayer d'inhiber l'émotion, on peut essayer de la retenir, se dire faut pas que je la ressente, etc. Dans ces deux extrêmes-là, en général, on risque de ne pas très bien vivre la situation, d'avoir de la souffrance maintenant ou plus tard. Et l'auto-hypnose va nous offrir un espace dans lequel on peut accueillir ce qui nous vient, on peut accueillir nos pensées, ça peut être des pensées noires, des pensées tristes, des pensées déprimées, des pensées inquiétées, etc. Mhm. C'est important,
C'est normal d'avoir des pensées qui sont parfois pas, enfin, on ne vit pas dans un monde de bisounours, de pouvoir accueillir des inquiétudes, des émotions, etc. Et au lieu soit de se faire submerger par elles, soit de les inhiber, ça nous offre un espace sécurisé pour pouvoir leur permettre d'exister. Et au lieu de se laisser submerger ou de les inhiber, de pouvoir entrer en relation avec pour les aider à ce qu'elles nous aident vraiment. J'ai fait une formation qui s'intitule Faire des émotions ses alliés avec l'auto-hypnose, qui s'inspire notamment d'un super livre qui s'appelle The Power of Negative Emotion. S'il y en a qui sont intéressés, je fais un résumé, on pourra mettre ça peut-être dans le lien, etc. Ouais, Qui super. nous explique, d'ailleurs paradoxalement, parce que dès l'introduction, il remet en cause son titre, il n'y a pas d'émotion négative. Il n'y a que des émotions qui peuvent être agréables ou désagréables. Et l'histoire de l'humanité, la survie de l'humanité, est surtout due aux émotions désagréables, quoi. La peur, ça nous permet de nous protéger. Le dégoût, ça nous permet de nous protéger. La tristesse, ça nous permet de savoir que on a vécu quelque chose de beau et qu'il est temps de passer à autre chose. Le stress, ça nous permet de réagir, de nous préparer à nous battre ou à fuir. Et donc, au lieu de lutter contre ces émotions qui paraissent négatives, ça nous permet d'entrer en relation de manière plus productive et éventuellement de dire à son émotion, ouais, ok, là je me sens inquiété, c'est quoi? Si jamais je t'empêche de me faire passer ton message, tu risques de me gueuler encore plus fort ton message parce qu'il est très important, la situation est inquiétante. Et inversement, si je t'accueille dans l'auto-hypnose ou dans l'hypnose et que je dis à la partie qui est inquiète, ouais, ok, t'as raison, maintenant c'est quoi ton but? Le but c'est de se rassurer. Du coup, comment est-ce que cette énergie de l'inquiétude, tu peux la canaliser, tu peux l'accueillir comme quelque chose de, en tout cas c'est ta réalité et qui peut être utile, pour qu'elle apporte de l'énergie. Les émotions, c'est de l'énergie, tu sais, en anglais, ils disent emotion, de l'énergie en mouvement, ou emovere en italien, en latin, pardon, le fait de se mettre en mouvement. Et du coup, on peut, plutôt que de lutter contre ou de se laisser submerger, on peut accueillir cette énergie et l'orienter dans une direction plus constructive. En l'occurrence, souvent arriver à trouver des manières de se sentir plus sécurisé, plus apaisé, plus en sécurité. Tu rentres en dialogue et donc tu questionnes l'émotion de manière à comprendre, reformule hein, ce que tu disais, à comprendre peut-être quel message est là à te délivrer et ce faisant, tu commences à la transformer aussi. Et donc à en faire une énergie en effet positive ou En fait, il y a en quelque tout chose. cas une mise en mouvement, parce que j'aime Ouais. pas, on n'aime pas ni l'un ni l'autre, je sais, cette distinction positif-négatif, mais En tout cas, il y a l'idée de quelque la chose. transformation. Ouais, Ouais. il y a quelque chose de très juste dans ce que tu viens de dire et de très touchant, c'est que parfois le simple mouvement d'arrêter de lutter contre l'émotion ou de se laisser submerger, le simple fait de l'accueillir avec une forme de curiosité et d'écoute, c'est-à-dire, ok, il y a ce truc-là à l'intérieur de moi, j'ai essayé de le dégager, ça n'a pas marché. Si on part du principe qu'une partie de moi, une énergie, essaye de me mettre en mouvement, essaye de me faire agir ou de me faire réagir, quand on l'accueille, c'est comme si, encore une fois, s'il y avait un signal d'alarme qui sonnait hyper fort et vous n'avez pas envie de l'entendre, et du coup, il sonne encore plus fort jusqu'à ce que vous finissiez par réagir au signal d'alarme. Et Mm. si on l'accueille et qu'on l'écoute quand il chuchote, ben, il n'a peut-être pas besoin de crier. Et donc, quand on écoute et qu'on accueille l'émotion, parfois, ça suffit pour effectivement canaliser l'énergie et elle se transforme. Je vous donne un exemple. J'ai fait plusieurs stages de méditation Vipassana. Et dans la méditation Vipassana, il y a des moments où on s'engage à ne plus bouger pendant tout le temps de la méditation. Et au bout d'un moment, ça dure 1 heure. Moi, je ne suis pas très souple, malgré le yoga. Ça s'améliore. Et au bout d'un moment, je commence à ressentir une douleur dans la fesse droite. Mais j'ai l'impression qu'on me plante une épée de la fesse droite jusqu'à l'épaule, tu vois. Et donc, bah, forcément, j'ai beaucoup d'agitation qui se met en place à l'intérieur. J'ai envie de bouger, j'ai envie de me lever, mais comme je me suis engagé à pas le faire, je le fais pas. Jusqu'au moment où je me suis rappelé que toute la technique de méditation, de celle-ci en l'occurrence, c'est d'observer ce qui se passe à l'intérieur, d'observer ses sensations. Et donc j'ai tourné mon regard vers l'intérieur, et là, alors c'est difficile à décrire parce que ça s'est fait de manière instantanée, et du coup, moi, avec la parole, je suis obligé de le faire en séquentiel. Quand je me suis tourné vers l'intérieur, je me suis rendu compte que j'étais en train de gueuler. J'étais en train de m'égosiller. Ah, bouge, c'est horrible, ça fait mal, c'est nanana. Et quand je me suis tourné vers l'intérieur, la voix, elle s'est éteinte, elle s'est tue. Et quand la couche de cri interne, la couche psychologique s'est éteinte, elle a laissé place dans la fesse à une gêne. Donc tu vois, ce qui me paraissait être une douleur insupportable, en fait, c'était une gêne physiologique qui était amplifiée par un cri, par un dialogue interne très stressant, en fait.
Et en ce Voilà, là sens, j'ai mal alors que je n'ai pas le ouais, droit de bouger, je vais avoir de ouais. plus en plus mal et ça va durer combien de temps et Ouais, puis là, ça devient insoutenable. tu le dis avec une voix cool, mais encore une fois, c'est plus ah, au secours, je sais pas, ah et tu vois, rien que là, quand je change la voix, ça crée autre chose pour les gens qui nous écoutent. Tout à fait. Et du coup, en ce sens, moi, je vois l'auto-hypnose comme une manière de se réapproprier nos mécanismes internes, de se réapproprier les films qu'on se fait. On se fait tous des films, et si on se fait des films d'horreur dans notre tête, de la même manière qu'on peut avoir peur au cinéma en sachant que c'est faux, Tout à fait. quand on se fait des films d'horreur dans notre tête, on oublie que c'est dans notre tête, on croit que c'est vrai, donc non seulement on réagit émotionnellement comme si c'était vrai, on peut se raconter des trucs, parfois d'ailleurs très durs, t'es nul, t'y arriveras jamais. Parfois, je trouve qu'encore une fois, dans notre société, on est plus éduqué à être dur avec nous-mêmes qu'à être cool. Et le schéma d'auto-hypnose ou de relation à soi, c'est plus quand ça va pas, se Mm. tourner vers l'intérieur et te gueuler, c'est pas bientôt fini, t'as ça. À l'intérieur, c'est bon, non. Et on est bloqué, quoi. Et Mm. toute la philosophie de l'auto-hypnose, c'est plutôt quand ça va bien, de se tourner vers l'intérieur et de faire hey, super, merci. J'aime bien quand je réagis comme ça. J'aime bien quand mes émotions, je les vis mieux. J'aime bien quand mon mental il est bien aligné avec ce que je veux faire. Mm. Et quand ça va pas, parce qu'on n'est pas des bisounours, mais en ayant construit une relation plus bienveillante, plus douce, plus dans la tendresse et dans la validation de ce qui fonctionne bien, ça permet, quand ça fonctionne pas bien, de dire hey, bah, là, je trouve que c'est pas terrible. J'aimerais bien faire mieux, j'aimerais bien réagir émotionnellement différemment. Mais tu vois, tu pointes pas du doigt en disant t'es un gros nul, ce que tu fais, ça sert à rien. Tu crées plus de la douceur en disant ok, d'habitude, tu fonctionnes super bien. Dans ce cas-là, ça fonctionne pas très bien. En tout cas, pour moi, je le vis pas bien. Est-ce que ça te dirait de trouver de meilleures manières de faire? En Mm. général, l'inconscient, quand on lui propose de trouver de meilleures manières de faire, il est plutôt ok, quoi. Ouais, tout à fait. Donc on est Génial. Bah, vraiment dans, ouais. Non, non, je t'en prie, vas-y, fini, fini. On est vraiment dans, je dirais, et je pense que là, ça peut vraiment toucher les gens, dans la rénovation de la relation à soi, de la réappropriation et presque aussi des techniques ou un manuel justement pour remettre de la bienveillance, mais pas une bienveillance de bisounours, en étant gentil, tout ira bien. Non, une bienveillance ancrée dans la réalité, Mm. ancrée dans la validation de ce qui fonctionne bien et dans la conviction qu'on peut changer, qu'on peut apprendre, on peut s'améliorer. Imaginez si jamais les gens, vous vous étiez engueulés comme des malades à l'époque où vous appreniez à marcher. Oh là là, mais tu sais pas marcher, t'es vraiment un gros nul, regarde, l'autre, il sait déjà marcher, ton copain en maternelle, ou tes parents, ils savent déjà marcher, toi, tu sais pas marcher. Et du coup, on se bloque là. Non. Les enfants, ils voient des grands marcher, ça a l'air génial, ça met en mouvement une énergie, et ils essayent. Au départ, ils galèrent, ils se mettent ils ont un équilibre bancal, ils tombent, ils réessayent, puis ils finissent par y arriver. Maintenant, on sait tous marcher, on peut marcher à reculons, faire du moonwalk. Donc voilà, c'est de la bienveillance rationnelle quelque part, de la bienveillance ancrée dans la réalité, Mm, pas mm. une bienveillance new age qui parfois peut être, c'est pas l'objet du live, mais qui peut avoir ses limites quand même. Tout à fait, on est d'accord. Et puis aussi, qui aboutit parfois au spiritual bypass, dont on a déjà parlé, qui est pas non plus l'objet de ce live, mais qui est intéressant. Je rigolais parce que je prends l'exemple le même que toi quand j'enseigne, notamment en yoga, dynamique ou plutôt en dynamique d'ailleurs, mais ou en yin, mais comme, parlez-vous comme vous parleriez à un enfant petit qui est en train de marcher, quoi. Il y a déjà des questions qui commencent à arriver, donc juste à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, mais une de Jill. Coucou les filles, j'ai parfois fait des sourires un peu crispés pour pas te déranger dans ton explication à tous les coucous que je vois passer. Gilles dit que c'est très clair, merci pour ce partage. Quelles techniques sont accessibles pour tous? Est-ce que tu veux qu'on passe dès maintenant? Donc il y a 3 phases dans cet entretien. Le premier, cet échange que nous sommes en train de faire, que nous avons peut-être bientôt terminé. Une deuxième phase d'exercice pratique, justement de mise en pratique pour vous donner des petites techniques accessibles à tous ceux que vous soyez néophytes ou bien pratiquants déjà assidus. Et enfin, un petit espace si vous avez des questions à poser. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux qu'on se Ben, lance? je suis assez friand de se lancer dans les expérimentations Ouais, moi aussi. parce que c'est vrai que le vivre de l'intérieur, c'est
toujours plus impactant et plus puissant que de comprendre intellectuellement. Les deux vont très bien ensemble, hein. La théorie et la pratique, c'est deux jambes qui doivent faire à peu près la même longueur pour qu'on puisse avancer. J'avais trouvé cette métaphore qu'on retrouve souvent dans les cours de méditation très très juste. Donc Mhm. si jamais c'est clair pour nos auditeurs, auditrices, déjà merci beaucoup pour ce retour, ça fait chaud au cœur. Et je pense que le fait de pratiquer, effectivement, ça va nous permettre de le vivre et certainement que ça vous permettra, un, de mieux sentir, de mieux ressentir comment ça fonctionne. Et puis peut-être aussi, si ça éveille des questions ou des envies particulières, du coup, comme ça, on aura un peu de temps à la fin pour pouvoir y répondre de manière encore plus précise. Super. Génial. J'ai deux jeux à vous proposer. Et ensuite, ces deux jeux vont nous mener à une technique d'auto-hypnose que vous pourrez vraiment emmener avec vous, qui est à la fois très simple et très puissante, notamment quand on est un peu désœuvré, démuni, quand on ne sait pas quoi faire, face à des pensées, des émotions, des sensations. On va pouvoir vraiment les déposer entre les mains de son inconscient pour laisser cette partie de nous trouver des manières d'avancer là où nous, on est bloqué. C'est une technique aussi qui est très très efficace quand on a un conflit intérieur. Voilà, j'allais t'en parler, ça va, parfait. Sur la procrastination, ou même quand on en parlait, là, les émotions. Si jamais Ouais. j'ai du stress, il y a une partie de moi qui m'envoie du stress et une partie de moi qui aimerait bien être détendue. On peut voir ça comme un conflit entre une partie qui envoie du stress pour, a priori, gérer les inquiétudes et se rassurer, et une autre qui aimerait bien déjà le ressentir. Et souvent, ça tiraille. Et donc, la technique d'auto-hypnose qu'on va faire tout à l'heure, elle permet de rassembler, permettre aux différentes parties de nous de se rapprocher, dans la bienveillance aussi, parce que je crois qu'une des erreurs, c'est de croire que, par exemple, le stress, c'est pas bien. J'aimerais juste être détendu. Ouais, mais sans stress, en fait, t'es mort. Si t'as pas de stress, tu fais pas gaffe quand tu traverses la route et tu te prends un camion. Du coup, au lieu de rejeter le stress, on va plutôt, ou quel que soit le problème d'ailleurs, rejeter les inquiétudes, rejeter les pensées peut-être la nuit avant de s'endormir, rejeter l'envie d'aller regarder une série plutôt que de travailler, ou rejeter la partie de nous qui nous fait décrocher quand on aimerait bien justement pouvoir se détendre et regarder une série. Euh, je crois que la philosophie de ce qu'on fait, c'est d'accueillir toutes les parties de nous en se demandant, tiens, c'est quoi l'objectif, quoi? Et souvent, l'objectif, il y a un objectif de protection d'un côté et un objectif de plaisir. On est assez simple comme animaux, et donc c'est assez logique de vouloir et de pouvoir accueillir une partie qui protège et une partie qui recherche à obtenir du plaisir. Et quand on sort de ce conflit intérieur, souvent ça canalise les énergies, il y a de nouvelles idées qui apparaissent qui sont assez surprenantes. Ouais, Euh, les deux jeux qu'on va faire juste avant ce petit teasing, qui j'espère vous fait envie, on va faire un premier jeu pour vous permettre de ressentir dans votre corps l'impact du mental. Donc l'idée, ça va être un jeu dans lequel, en utilisant le mental, on va créer un impact, on va créer des sensations dans le corps. En fait, c'est très simple, hein. Je n'ai même pas vraiment besoin de vous parler d'une chaude journée d'été dans laquelle vous seriez en train de couper des citrons et vous pressez des citrons pour faire une limonade, pour que vos glandes salivaires ont déjà commencé à s'activer. Donc le simple fait de parler des choses, en général, ça fait réagir le corps. J'espère que vous l'avez senti, que vos glandes salivaires ont commencé à s'activer. On va faire un jeu dans lequel ça va être encore plus prégnant, vous allez encore plus le sentir, puisqu'on va faire bouger tout le corps. Ça, c'est le premier jeu. Et le second jeu, on va faire l'inverse. On va faire une technique où on va voir comment le corps, la posture du corps, a un impact sur notre mental. Et donc, on voit bien qu'on est dans notre hypnose. Comment est-ce que par le mental, je peux agir sur mes sensations, mes émotions, et comment par le corps, par mes sensations, je peux agir sur mon mental. Du coup, c'est un petit challenge parce que la technique qu'on va faire, le jeu qu'on va faire là, c'est un jeu qu'on va faire debout. Et le but, c'est de créer un mouvement de bascule. Alors, avant qu'on le fasse véritablement, je tiens à vous rassurer. Le but, si jamais, d'ailleurs, je vais peut-être vous montrer, ce sera plus facile. Le but, voilà. Le but, donc, ça va être de créer un mouvement de bascule, on va voir plutôt vers l'arrière. Si jamais, pour celles et ceux pour lesquels ça va marcher vite et fort, vous avez le droit de faire un pas vers l'arrière ou sur un côté pour maintenir votre équilibre. Le but, c'est pas de vous laisser tomber de tout votre long, hein, parce que ce serait dangereux et on est là pour se faire du bien. et on n'est pas là sur place pour vous rattraper. Et on n'est pas là sur place pour vous rattraper. Si ça peut On ne vous peut pas faire rassurer, l'assistante du magicien pendant que tu fais ton. si ça peut rassurer les gens, c'est un jeu que j'ai fait, je pense, avec des milliers de personnes, même en groupe, en large groupe, et en ayant mis la protection que quand ça bascule, vous pouvez maintenir votre équilibre en Faire le général, pas. Ouais. ça fonctionne super bien. Ok. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, donc je vais inviter nos auditrices et nos auditeurs à se mettre debout. Vous allez mettre les deux pieds joints, bien collés, les bras le long du corps. Vous prenez une belle inspiration par le nez. En expirant, fermez les yeux. Et vous allez mettre votre attention au niveau des sensations du corps. Vous allez certainement vous rendre compte que
vous sentez votre corps qui a des petits mouvements de bascule qui oscillent. Et c'est complètement normal, c'est juste que quand vous êtes debout avec les pieds joints et les yeux fermés, les petits mouvements, c'est le seul moyen pour votre corps de maintenir votre équilibre. Il y a une partie automatique de vous qui fait ces petits tests musculaires pour maintenir votre équilibre. Donc si déjà vous vous sentez fier et heureux d'avoir une partie de vous qui vous maintient en équilibre, bah, c'est un bon moment pour avoir des émotions agréables. Et maintenant, je vous invite à imaginer. Laissez venir le premier truc qui vient, ça peut être un fil, des aimants, ça peut être très différent. Imaginez quelque chose qui commence à attirer le corps vers l'arrière. Et vous allez sentir que le corps commence à se sentir attiré vers l'arrière. Génial. Alors pour celles et ceux chez qui ça marche déjà vite et bien, vous pouvez jouer avec ça. Le but, c'est pas de vous faire tomber. Le but, c'est de vous permettre de reprendre du contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur. Alors, au lieu d'imaginer que ça vous attire vers l'arrière, imaginez maintenant que ça vous attire, par exemple, sur un côté. Et vous allez voir, ça prend souvent quelques instants, et ensuite, votre inconscient, le corps, utilise ce que vous imaginez et crée une attraction sur un côté. Et puis, si vous arrêtez d'imaginer, laissez votre imaginaire s'évaporer. Le corps va revenir dans sa position centrale, et il se remet à bouger un petit peu, toujours pour maintenir votre équilibre. Et maintenant, je vous invite à prendre une belle inspiration par le nez. En expirant, vous rouvrez les yeux, vous bougez un peu et vous pouvez être fier de vous, j'imagine. Normalement, je peux dire ça parce que je vois les gens. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Évidemment, à mesure que les gens reviennent, parfois les gens rentrent dans un état d'hypnose juste avec ce petit jeu. Donc, si vous avez besoin d'un peu de temps pour revenir, c'est très bien. Je vous invite à commenter pour nous dire comment vous avez vécu cette expérience. Et ça va nous permettre effectivement de rebondir, de vous permettre de percevoir, ressentir comment ce que vous imaginez. Là, vous avez juste imaginé un truc absolument débile, entre guillemets, qui n'a pas de sens, et pourtant le corps réagit. Yes, Dominique, super, ça marche. Merci beaucoup. Gilles aussi, ça marche. Moi, j'ai Euh, fait l'expérience, alors comme je ne voulais pas vous quitter et aller me mettre debout là à côté, j'ai fait l'expérience vraiment le dos très très droit sans dossier, le dossier étant loin derrière moi et ça marche très très bien également. Ça a marché pour Maggie yes, je également. vois ça aussi. Super. Merci beaucoup pour vos retours. Bravo, bravo, bravo. Et en fait, c'est logique que ça marche. Parce que, encore une fois, l'hypnose, l'auto-hypnose, c'est déjà installé. Vous avez déjà vos conditionnements, vous avez déjà vos automatismes. Quand vous regardez un film, si le film vous parle, s'il est bon, vous allez ressentir des émotions. Et les émotions, c'est des sensations dans le corps. Donc en fait, on a juste utilisé un mécanisme qui existe déjà chez vous. Si je vous demande d'imaginer quelque chose, le corps réagit. Et l'enseignement à tirer de cette expérience, c'est que vous avez de la liberté, même si parfois on ne le sait pas. C'est là où mon métier est extraordinaire. C'est parfois que je fais juste rappeler aux gens qu'en fait, nos habitudes, nos pensées, nos films, c'est des habitudes et on a de la liberté, on peut décider de changer. Et si vous vous faites un film d'horreur par rapport au confinement, si vous vous imaginez des scénarios horribles par rapport à votre vie économique ou sanitaire ou quoi que ce soit, si vous imaginez qu'il y a un incendie dans la pièce d'à côté, si vous imaginez, pour faire rire Sophie, qu'il y a un anaconda de 70 kilos, il n'arrête pas, le salaud, qui serait sous votre canapé, même si vous savez intellectuellement que c'est faux, votre corps réagit. Et donc, pour moi, l'auto-hypnose, c'est vraiment se réapproprier ses films intérieurs, son dialogue intérieur, pour qu'il soit plus satisfaisant, pour qu'il nous aide à nous sentir mieux et qu'il nous aide à nous mettre en action de manière plus efficace. Alors, on va juste leur expliquer, merci beaucoup Adrien, leur expliquer brièvement le private joke de l'anaconda. Là, c'est Adrien a des phases où il prend des images et en ce moment, c'est les anacondas. Parce que ça marche bien! Ouais, mais alors ce qui était assez extraordinaire du coup, c'est que moi qui ai vécu en Afrique, j'ai une appréhension des très grands serpents, j'en ai vu et j'ai une appréhension. Et le jour où tu m'as dit, quand j'ai rouspété et que tu prenais toujours cet exemple, j'ai râlé. Et tu m'as dit, t'as qu'à l'imaginer, je sais plus, vert, avec des cœurs roses dessus, enfin un truc comme ça. Du coup, moi, j'ai une espèce de peluche qui apparaît maintenant quand tu dis le mot anaconda. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Nous testons pour vous régulièrement. Donc ça marche plus. En tout cas, ça arrive Non, plus à te faire peur, mais non. c'est d'autant plus intéressant parce que ça montre que tu as utilisé cette idée. Tu peux imaginer des choses et ce que tu imagines va avoir un impact sur tes ressentis. Et du coup, si au départ, tu imaginais juste un grand serpent dangereux, bah, c'était flippant. Et là, ton système, il lui a mis une notion de Et là, quand peluche. tu le redis, là. Ouais. Pardon. Oui. Ouais. Et là, il a mis une notion de peluche.
Et du coup, bah, ça crée une autre réaction émotionnelle. Il y avait en PNL, Richard Bandler, il proposait de rajouter une musique de film ou une musique de cirque. Ouais. Moi, je déteste ça. Mais si jamais vous faites un film d'horreur, faites-en un dessin animé à l'intérieur. Et c'est Tout à fait. amusant parce que ça va vous changer vos modes de fonctionnement. Si vous vous parlez avec une voix très, très agressive et que vous vous dites des trucs horribles, si vous changez le ton de la voix, prenez une voix africaine, surtout si vous êtes un petit blond, et dites-vous que c'est horrible, tu es vraiment trop une merde, ou tu peux prendre un accent québécois aussi, ça marche très bien. Et quand tu te dis des trucs horribles avec cet accent québécois, là, c'est difficile d'y croire, tu vois, ça te ferait presque rire à l'intérieur, même si tu dis des Quand, trucs horribles. quand tu es, quand tu es de par chez nous, oui. Inversement, notre accent semble sans doute parfaitement ridicule à d'autres. Il y a Jill qui demande, n'est-ce pas plus facile si c'est une voix extérieure? Si c'est OK pour toi, on adresse les questions quand elles viennent. Je trouve que c'est pas mal, ça enrichit pour ceux qui Oui et écoutent non. en direct. Oui et non. S'il s'agit, Gilles, merci beaucoup pour ta question. S'il s'agit de, je dirais, de vivre une séance d'auto-hypnose, si a fortiori en plus vous n'avez pas d'expérience en tant que telle, oui, se faire guider par quelqu'un, c'est beaucoup plus facile. C'est l'autre qui bosse. C'est la voix qui guide. Et ça permet de focaliser l'attention, ça permet d'encore mieux se laisser transporter. Donc ça, c'est vrai. En revanche, vous avez déjà votre voix intérieure. Vous avez déjà votre auto-hypnose. Et donc, inversement, le fait de, ou comment je peux formuler ça? Vous le faites déjà, en fait. Mhm. On peut avoir cette petite voix qui tourne et qui nous influence. Et donc, c'est presque plus facile vu que c'est déjà installé. C'est juste qu'on n'est pas habitué à le voir comme ça. Donc, maintenant que vous avez pris conscience de ces automatismes, alors vous pouvez jouer avec. Et parfois, c'est vrai, quand les gens le font par eux-mêmes, ils se rendent compte que ça marche très, très bien aussi. Tout à fait. En soi, quand tu travailles avec ta voix intérieure, il n'y a pas de transfert à faire. Aucun transfert n'est nécessaire sur la personne qui t'accompagne, sa voix. Il y a pas d'histoire de il ne faut pas que sa voix te dérange, etc. Enfin, c'est déjà, ça fonctionne déjà avec soi-même, tu veux dire. Là, c'est préinstallé, donc je crois que c'est nos modes de fonctionnement C'est automatiques. ça. Mm. Après, si votre but c'est de utiliser les techniques d'auto-hypnose pour créer un état d'auto-hypnose, vous pouvez très bien le faire par vous-même et ça marche très bien. Mm. C'est aussi un apprentissage et donc effectivement, ce qu'on constate, c'est que la manière la plus rapide d'intégrer ces outils, c'est de le faire en se faisant accompagner. Ouais, tout à fait. Tu nous donnes d'autres exemples, du coup, comme on Yes. sera coupé à Oui, oui, on 60 a. minutes, on veut en profiter à fond. Vas-y, Génial. à toi, à toi. Euh, Je l'autre regrette qu'on puisse pas te mettre en haut, on voit pas les commentaires, parce qu'on voit moi, ce qui sert juste à rien, mais c'est Ah, OK. écoute, moi, je me vois bien, donc d'un point de vue C'est narcissique, tout parfait. va Ok. bien. D'accord. Let's go. L'autre expérience, c'est de vous permettre de vous rendre compte que votre corps, la position du corps, et là on va rejoindre, je pense, un des bienfaits du yoga, a un impact sur votre mental. Alors c'est un jeu qui est très simple. C'est un jeu où il y a deux positions. Il y a une position où vous allez baisser les épaules, rentrer la tête. Voilà, une position un peu déprimée comme ça. Et l'autre position, au contraire, c'est une position où vous ouvrez la cage thoracique, relevez les épaules, relevez la tête. Ok, donc maintenant vous mettez en position neutre, vous prenez une bonne inspiration par le nez. En expirant, fermez les yeux, mettez le corps en position basse. Baissez la tête, rentrez les épaules, voilà, position un peu déprimée. Et imaginez devant vous un escalier qui monte. Et imaginez monter l'escalier dans votre tête avec le corps dans cette position un peu déprimée. Et pour bien vous rendre compte de la différence, maintenant vous allez mettre le corps en position haute, rouvrez la cage thoracique, déployez les épaules, redressez la tête et sentez comment ça change votre manière de monter vos escaliers à l'intérieur. En général, les gens décrivent c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus léger, presque de l'ordre du jeu. Et puis je vous invite à prendre une bonne inspiration par le nez. En expirant, rouvrez les yeux, bougez un petit peu si c'est nécessaire, revenez avec nous. Le fractionné, on tous aller se coucher après. Y a-t-il un parallèle avec la visualisation pendant que les gens reviennent et qu'ils peuvent nous commenter sur cet exercice de l'escalier intérieur en fonction de la position du corps? Oui, oui, la visualisation, c'est une des manières de penser. On pense soit avec des images, on pense avec des pensées auditives, on se parle et on pense aussi avec des émotions et des sensations. Et donc, on va jouer avec tous les outils qui sont à notre disposition. On peut se faire des images, on peut se parler et on peut avoir des sensations et ça nous donne entre guillemets, la palette des outils hypnotiques. Mm. Cool, Dominique, super. Et donc là, ça nous permet de bien percevoir que la manière
d'utiliser notre corps, la posture, va avoir un impact sur notre mental. Et donc, le but, c'est que ça vous donne de la liberté pour soit par le mental avoir de meilleures sensations qui vont vous permettre de mieux vous mettre en action. Si vous imaginez votre entretien ou un rendez-vous avec un patron ou un client ou peu importe, et que c'est un truc qui vous retire en arrière parce que ça fait peur, ça va retirer le corps vers l'arrière, quoi. Alors qu'inversement, si vous imaginez que ça peut bien se passer et que ça peut être très satisfaisant, ça va risque de plutôt vous attirer vers l'avant. Et quand vous bossez, que ce soit à votre bureau, et on a des techniques d'auto-hypnose où on passe par le corps pour se booster avant un événement challenging, et on peut vraiment se mettre dans des états mentaux et émotionnels très puissants en passant par le corps. Et en ce sens, comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, c'est, on va dire, l'essence de l'auto-hypnose. Super, passion boubou. C'est Jill qui dit ça marche avec un joli, joli serpent derrière. Où est-ce qu'on peut trouver ces exercices? Eh bien, vous pourrez retrouver en tout cas ces exercices dans ce live qui est enregistré et qui sera maintenu à disposition. On peut les trouver aussi. Moi, je suis en train de faire beaucoup d'enregistrements d'auto-hypnose sur mon site pour aider les gens en période de confinement. Donc il y aura beaucoup de matériaux, au moins à ces endroits-là. Ouais, on pourra mettre en commentaire de l'annonce que j'ai faite du live sur Instagram aussi si tu veux mettre les refs bibliographiques. Tu veux nous faire un autre exercice Yes, pour alors on va rentrer effectivement dans je pense, le la vif? partie la plus intégrée de ce live. Ouais. L'idée, c'est de vous donner une technique d'auto-hypnose quand soit vous êtes submergé, quand il y a des choses que vous n'arrivez pas à maîtriser à l'intérieur, ou si vous avez un objectif de vous détendre, de vous faire du bien, ou, comme je vous disais, si jamais il y a un conflit intérieur. C'est une technique Oui. d'auto-hypnose qui est vraiment très très générique. Et elle est très simple tout en étant puissante. Donc je vous invite à vous installer confortablement. Vous allez mettre les deux mains comme ceci devant vous, à peu près détendues sur les épaules. Elles peuvent rester là sans effort. Et vous allez prendre une belle inspiration par le nez. En expirant, laissez les yeux se fermer. Laissez le corps respirer. Essayez même pas de commencer à vous détendre, hein, ce n'est pas le but. Et vous allez imaginer que s'installe entre les mains un super état d'hypnose. Et vous laissez venir la première forme, peut-être une couleur, une sensation, quand vous imaginez qu'un état d'hypnose s'installe entre les mains. Et comme cet état d'hypnose s'installe entre les mains, de la même manière que le corps s'est senti attiré dans une direction tout à l'heure, vous allez certainement sentir que les mains commencent à se sentir attirées l'une vers l'autre, attirées l'une par l'autre, comme si les mains voulaient rentrer dans l'état d'hypnose. Et vous laissez les mains bouger par des petits mouvements automatiques. Ouais, super. Chez la plupart des gens, les mains rentrent dans l'hypnose et commencent à créer un état d'hypnose, de la détente dans le corps, de la détente dans la tête. Peut-être que pour vous, les mains ont envie de s'écarter ou qu'elles ont envie de malaxer ou de jouer avec cet état d'hypnose. Et comme on vous le disait tout à l'heure, le but, c'est surtout d'être à l'écoute de vous-même. Du coup, vous ne prenez de ce qu'on vous propose que ce qui est juste, et si votre intuition vous envoie autre chose, bien sûr, vous pouvez favoriser votre intuition. Et avant que les mains se touchent, ou si les mains se touchent déjà, ça marche aussi, vous pouvez prendre quelque chose, un objectif, par exemple, quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ou alors une difficulté, des pensées dans la tête ou des émotions dans le corps, une sensation. Et l'idée, ça va être de imaginer ces pensées, ces émotions, ces sensations dans le corps ou dans la tête, et imaginez que vous les déposez, déposez-les entre les mains. Souvent, quand vous les déposez une difficulté entre les mains, un, ça vous soulage à l'intérieur, et deux, vous allez sentir que l'hypnose et ce que vous avez déposé dedans commencent à interagir. Et les mains peuvent continuer leur mouvement ou même avoir un nouveau mouvement qui indique que votre inconscient prend les choses en main. La partie de vous qui est designée pour gérer la complexité, changer d'habitude, trouver des nouvelles solutions, accueille, accueille ce que vous lui déposez entre les mains et le mouvement des mains qui peuvent se toucher au bout d'un moment.
vous montre, vous fait sentir que votre inconscient a pris ces choses en main dans une perspective de faire bouger tout ça. Et une fois que les mains se touchent, vous pouvez laisser les mains choisir si elles vont descendre, se reposer sur les jambes, et vous sortirez d'hypnose au moment où les mains se seront posées sur les jambes, ou si, avant de faire ça, les mains ont envie de se rapprocher du cœur, peut-être, ou de se rapprocher de la tête, ou de se rapprocher du ventre, comme une manière de symboliquement venir intégrer à l'intérieur ce qui a changé à l'extérieur, ce qui a changé dans votre hypnose. Vous pouvez être curieux, quand les mains arrivent au contact du corps, souvent ça génère une sensation particulière à l'intérieur, une émotion peut-être. Souvent c'est du soulagement, de la joie, de la légèreté. Et puis dans le silence relatif qui arrive, je vous laisse profiter de tout ce qui vient à mesure que vous laissez les mains descendre, mais pas plus vite, que vous pouvez plonger profondément en hypnose et laisser venir tout ce qu'il y a de bon pour vous dans ce moment, avant de ressortir tout à l'heure quand les mains viendront se poser sur les jambes. Quand ce sera le cas, vous pourrez prendre de belles inspirations. Par exemple, une première inspiration, l'idée d'intégrer toutes les bonnes choses et en expirant, laisser sortir tout ce qui peut sortir, tout ce qui est plus bon pour vous, plus juste pour vous peut-être. Deuxième inspiration, souvent les gens inspirent une bonne énergie, qui peut avoir une couleur, qui peut avoir une texture, une énergie qui circule dans le sang, qui circule dans le corps, dans la tête. Et en expirant, vous pouvez laisser sortir l'hypnose. Imaginez que l'hypnose s'évacue. Troisième inspiration, expiration, c'est carte blanche. Laissez votre intuition vous faire complètement ressortir de l'hypnose. Profitez du rythme de la voix qui change aussi pour vous redynamiser. Vous pouvez avoir envie de bailler un coup, de vous étirer, de bouger un peu, c'est très bien. Et quand c'est le bon moment pour vous, vous revenez complètement ici, complètement maintenant. Super. Profitez de tout ce qui est agréable à l'intérieur, dans votre corps, votre tête. Et on a réussi à sauver quelques minutes pour pouvoir accueillir vos commentaires, vos retours, savoir comment ça s'est passé pour vous et surtout tout ce que ça vous inspire pour la suite. Quel est votre Insta, monsieur? Votre hypnose Paris, tout attaché. Merci beaucoup pour la question. Vous pouvez le trouver normalement en haut de l'écran et cliquer sur lui et arriver sur son profil. Waouh, on reçoit les cœurs. Merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Super. Donc ça, l'exercice que tu viens de nous montrer, celui-ci, on peut le refaire à la maison. Il est assez simple. Si vous avez besoin de le revoir, vous pourrez revoir le live 24 heures ici et on tâchera de le mettre ailleurs ensuite sur nos pages respectives. Ouais. Et je pense que, en tout cas j'espère, super, merci beaucoup pour vos retours. Ça nous fait chaud au cœur. Pour ceux qui pratiquent le yoga, j'espère que se dessine merci, super, se dessine cette complémentarité, puisque le yoga est une pratique qui a vocation à décaler notre état de conscience. J'adore ton appellation, Sophie, de méditation en mouvement. Donc souvent avec une grande focalisation sur son corps, sur la respiration, et parfois peut-être décrocher. Et inversement, on peut avoir des pensées perturbatrices, des peurs, des croyances. Je pense aux postures inversées, ça va être dangereux, je ne vais pas y arriver. Et donc on peut avoir notre auto-hypnose qui pourrait limiter notre capacité à bien pratiquer le yoga. Et en ce sens, c'est vrai que les deux s'améliorent ou se bonifient l'une l'autre, de pouvoir effectivement utiliser les techniques d'hypnose pour calmer le mental, se poser, accueillir les perturbations s'il y en a, parce qu'il peut y en avoir, de manière plutôt constructive, et effectivement favoriser la relation à soi, la présence au corps, la présence à ce qui se passe, aux émotions, à la respiration.
Super, Caroline, merci. Bravo d'avoir réussi. C'est pas un contexte très très simple hein, pour commencer. Donc vraiment félicitations. C'est très vertueux, je crois, parce que si vous arrivez à créer du bien-être, à créer de la détente, arriver à décaler votre état de conscience à travers un live comme ça, donc c'est vraiment pas les conditions optimales, je crois que ce sera d'autant plus facile pour vous de transférer ça à la vraie vie. Puisque dans la vraie vie, c'est pas toujours simple. Je faisais pas mal de salons au début de ma carrière et du coup, j'aimais bien faire des exercices d'auto-hypnose dans un contexte un peu bruyant où il y a du monde. Parce que si vous êtes capable de vous centrer, de vous faire du bien, de vous détendre, voire parfois de faire beaucoup plus dans un contexte un peu perturbé, un peu bruyant, c'est plus facile de le transférer aux situations de la vraie vie où on a rarement une petite musique d'ambiance et de l'encens, quoi. Ça dépend chez qui en même temps. Bah, je veux dire dans les difficultés de la vie, quoi. Là, t'as beaucoup de yogis qui regardent, tu vois, chez eux, c'est un peu. Non, J'imagine, mais certes, ce que je certes. veux dire, c'est que quand ils sont sous stress parce que le boulot, parce que la crise sanitaire, parce que les enfants, ça ressemble plus à du stress et à de la pression et à de la perturbation qu'à un environnement propice. Donc voilà, Bien sûr, arriver à le faire dans un environnement pas je te optimal, taquine. c'est un bon enseignement, je crois. Je te taquinais, ça marche, mais bien sûr, on est bien d'accord. Tu veux qu'on parle de notre petit projet Notre beau projet. Ouais, mais il peut être petit, c'est affectueux, tu sais. Ouais, bah écoute, génial. C'est vrai que donc moi j'ai eu un peu cette idée d'essayer de bonifier le yoga et l'hypnose en les pratiquant ensemble depuis 2016. Et du coup, la personne à qui je faisais ça est tombée enceinte, donc ça nous a mis en contact et donc on explore ça ensemble. Et du coup, effectivement, on est ravis de proposer la semaine prochaine un live tous les deux. Donc l'idée de ce live aussi, c'était un peu de pouvoir mettre à disposition ces informations où on va proposer une expérience combinée d'auto-hypnose et de yin yoga. Donc, Sophie, tu guideras le yin yoga. Moi, je serai la voix pour l'hypnose. Et l'idée, ça va être effectivement d'aller puiser à la fois dans l'auto-hypnose et dans le yin yoga tous les bienfaits de ces pratiques pour que les deux puissent vraiment se démultiplier. Tout à fait. Et du coup, à la maison, vous pourrez ensuite, peut-être, tous ceux d'entre vous qui pratiquaient déjà le yin, lier une posture. Je suis classe après les trois, Ouais, les trois, je t'ai les vu trois partir un peu. hypnoses. J'ai la diction moins fluide, hein, vous pouvez le noter. Je suis un peu flottante avec mes anacondas roses là. Euh, vous- on peut très bien imaginer aussi à la maison un petit rituel dans un moment de stress ou avant de s'endormir ou quand on a besoin de se détendre, de lier et une posture de yin qu'on affectionne et une petite, un moment d'auto-hypnose qu'on aura appris. Donc ça, c'est l'idée de la boîte à outils. Toi et moi, il nous reste 3 minutes, toi et moi, on a cette joie et cette envie dans nos accompagnements divers, moi en coaching, etc., et toi en hypnose, l'idée de l'autonomie des personnes qu'on accompagne, c'est fondamental. Euh, et notre joie, c'est de nous dire que voilà, si vous arrivez à prendre un outil qui vous est utile et que vous vous l'appropriez et que vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit d'extérieur, c'est merveilleux. Bien sûr qu'on aime nous aussi aller pratiquer avec des gens qui nous enseignent des choses, mais pouvoir être autonome, notamment dans ces périodes de stress, c'est fantastique. Et le fractionnement aussi. On n'a pas besoin de faire une séance d'1 h 30 pour vivre des bénéfices. Tu viens de nous le démontrer magnifiquement avec tes 3 exercices. Parfois, il suffit pour chacun, ça j'en parle souvent, même au cours d'une conversation animée ou conflictuelle ou dans un moment de stress intense, on peut arriver à récupérer un état de détente plus grand et ça, c'est magique. On vous remercie, merci mille fois, Merci Adrien, à toi, Sophie. de Merci t'être à toutes et à prêté au tous. jeu. Toi et tes anacondas nombreux, vous êtes toujours les bienvenus. Et ce live sera dispo 24 heures et on le mettra à disposition après. On a créé un event Facebook pour notre session Yin Yoga et auto-hypnose. Et on vous retrouve très vite. Si vous avez des questions sur le profil d'Adrien, tout ça est indiqué sur le mien. Merci Caroline, merci Merci. Gilles. Merci à toi. Merci à Merci. toutes et à tous.